Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Vous recevez bien? Oui madame, ça va, alhamdoulilah, et vous? Bon, alhamdoulilah. J'ai dû décaler la visioconférence. Elle vous a expliqué, Inès? J'ai dû la décaler. Madame, Normalement, normalement, vous ne verrez cet après-midi. madame, donc le fait que vous allez la faire maintenant, donc on va faire ce cours en une seule séance, on va pas le diviser. Je vais voir selon l'état d'avancement. Parce qu'il y a beaucoup de D'accord. détails. Sinon, on laissera une séance pour après l'Aïd. Une petite séance de 40 minutes, une heure de 30 minutes. D'accord. Oui. Et là, donc, on va commencer pour le cours. Donc, c'est le dernier cours de l'année, de l'unité 5 et de l'année. Donc, on va clôturer le programme avec l'organe de la vision, et plus précisément la rétine visuelle, qu'on appelle aussi la rétine nerveuse. Avant de commencer, je vais vous dire certaines choses concernant ce chapitre, ce cours. Il y a beaucoup d'anatomie, beaucoup de physiologie, surtout de physiologie, mais le cours est conçu de telle sorte à ce qu'il prenne un aspect histologique, structural. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui est aspect physiologique, fonctionnement, vision, transformation de la lumière, de l'influx lumineux en influx nerveux, etc., c'est pas le ressort de l'histologie. On va s'intéresser, tous les points que je vais traiter, c'est beaucoup plus l'aspect histologique. Et on ne va pas sortir de ce domaine, de ce rayon-là. D'accord? Parce que c'est un grand chapitre. Vous allez traiter dans le module d'ophtalmo la vision en long et en large de tous les points de vue anatomo, histologique, embryologique et physiologique. Et là, c'est un précurseur, c'est un cours basique pour les généralités, mais surtout, il ne faut pas sortir de notre objectif, c'est l'étude histologique et pas de la vision de l'appareil visuel ou bien de l'organe de la vision. Ce n'est pas le cas. Ça va être uniquement une petite introduction. J'ai mis d'ailleurs entre parenthèses la rétine visuelle ou bien rétine nerveuse. Cela pour dire qu'il s'agit de la partie sensorielle de l'organe visuel qui va être traité dans ce présent chapitre. Est-ce que nous savons? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai raconté? Donc, c'est l'aspect sensoriel, c'est la fonction, c'est la petite partie, c'est la membrane inférieure qui tapisse le fond de l'œil qui correspond à une membrane, à un épithélium, l'épithélium rétinien, un épithélium visuel qui constitue ce qu'on appelle la rétine visuelle ou bien la rétine nerveuse qui, elle, uniquement cette portion-là qui correspond à l'organe sensoriel tertiaire qui est l'organe sensoriel visuel. D'accord. Je disais qu'il s'agit de l'aspect de l'organe sensoriel tertiaire qui est l'organe de la vision, donc la rétine visuelle. Et pour ce faire, je vais juste introduire sous forme de petite généralité l'emplacement pour que l'on puisse se localiser topographiquement au niveau de l'œil et plus précisément pour retrouver cet organe sensoriel tertiaire qui est la rétine nerveuse. Donc, sous forme de généralité, est-ce que vous avez fait le cours d'anatomie sur l'œil? Est-ce que vous avez fait des notions de l'anatomie? Oui, madame. Vous avez fait l'anatomie de l'œil? Vous avez fini? on a fini tous les cours d'anatomie normalement aujourd'hui. Ah, très bien. Et vous avez l'anatomie de l'œil, vous l'avez traité? Oui. Donc là, je vais juste passer, je vais lire et passer sur les généralités pour situer topographiquement la rétine visuelle. On va attaquer directement la rétine visuelle, comme ça on va avancer. D'accord? OK. Et en physiologie, est-ce que vous avez traité l'aspect de la transformation Non, de l'influx? pas encore. Ouais.
Mais de toute façon, c'est pas l'objectif de notre cours. Je vais juste tirer un mot et pas expliquer, expliciter un petit peu le mouvement, si vous voulez, le trajet, la trajectoire de l'infini lumineux qui va traverser. À vrai dire, ça fonctionne de façon un petit peu inversée. Je vais vous l'expliquer tout de suite schématiquement. L'infini lumineux qui va traverser cette paroi, cette membrane inférieure qui correspond à l'épithélium rétinien, c'est-à-dire à la rétine visuelle, et ça va aller vers l'épithélium pigmentaire de l'autre côté. Vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Ça va revenir vers les cellules photoréceptrices, photosensibles, qu'on appelle les bâtonnets et les côtes, et ça va faire un chemin inversé. Tout de suite, vous allez voir avec nous. Donc, on attaque à les structures générales de l'œil, donc sur une coupe en longueur longitudinale. Le globe oculaire présente une paroi faite de 3 tuniques concentriques. Donc, vous le savez maintenant, je vous apprends rien. De l'extérieur vers l'intérieur, on a une tunique externe, la sclérotique, qui se poursuit en avant par la cornée. C'est une lame de tissu conjonctif qui est plutôt dense et opaque dans les 3 postérieures. C'est ce qu'on appelle la sclérotique. Vous avez entendu parler de tout ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, la sclérotique, nous, là, c'est un peu d'histologie. La sclérotique, elle est faite de très nombreux faisceaux épais de collagène et de quelques fibres élastiques avec des fibroblastes qui sécrètent ces fibres, bien sûr, et des macrophages. Dans l'autre tiers, quart plutôt antérieur, c'est la partie transparente qu'on appelle la cornée. La seconde tunique, qui est la tunique moyenne, elle est vascularisée, elle est pigmentée, et elle est faite d'un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé, donc contient de nombreux vaisseaux sanguins et des mélanocytes. Elle est constituée donc d'arrière en avant de la choroïde, du corps ciliaire et de l'iris. On ne va pas s'attarder sur ça. La tunique interne, c'est celle-ci qui nous intéresse le plus, c'est la tunique interne, dite tunique nerveuse. Pourquoi tunique nerveuse? Parce qu'elle est faite dans sa totalité de cellules nerveuses. Donc, c'est des neurones avec des cellules névrogliques aussi. Mais la totalité, ce tissu rétinien, de la rétine visuelle, donc, est constitué de cellules de nature nerveuse, soit des neurones à part entière, soit des neurorécepteurs, des cellules neuroréceptrices, c'est-à-dire c'est des cellules neurosensorielles, soit des cellules nerveuses à part entière. D'ailleurs, c'est le cas des neurones bipolaires et des neurones multipolaires dans l'ensemble forment ce qu'on appelle les neurones de conduction. On va le voir tout de suite, il y a des termes appropriés qu'on va attribuer à chaque type cellulaire. Donc, pour cette tunique interne, la plus profonde, c'est la rétine, qui, elle, comprend ce qu'on appelle la rétine visuelle, qui est la rétine photoréceptrice. Donc, c'est celle-ci qui est la rétine nerveuse proprement dite, dans sa portion postérieure, les 2 tiers postérieurs du globe oculaire, et qui va se continuer vers un point, ce qu'on appelle le point aveugle, ou bien la rétine aveugle. Ça, on va voir le détail de cette rétine aveugle, on l'oublie, dans le tiers antérieur du globe. D'accord? Voici très schématiquement une représentation schématique des 3 tuniques qui permettent de montrer l'organisation de l'œil humain. Donc, la sclérotique, la choroïde, la rétine, les nerfs vitrés, le nerf optique, la cornée transparente, l'iris, la pupille, etc. Voici plutôt, je préfère ce schéma, cette représentation schématique avec la sclérotique, la choroïde et la rétine nerveuse qui est à l'intérieur. Regardez donc de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez le voir tout de suite, quand la lumière va venir dans l'œil, elle va traverser donc de la pupille, elle va aller vers l'intérieur et regardez, elle va toucher la rétine, c'est cette couche la plus profonde, c'est celle-ci, celle-là. La lumière, elle va parvenir dans le sens vers cette rétine. Mais nous, quand on va la décrire, on va voir que entre la choroïde et la rétine, il y a d'ailleurs une lame assez épaisse. Pardon. Ici, il y a une lame assez épaisse et on va voir que l'organisation de cette rétine visuelle qui correspond à un épithélium pluristratifié, un neuroépithélium pluristratifié, quand on va faire sa description, on va voir que les choses vont aller dans l'inverse pour la transformation de l'œuf lumineux
en influx nerveux. On va le voir tout de suite. Regardez ici la lumière, comment elle traverse le globe oculaire, l'œil. Elle va parvenir ici au niveau de la couche interne qu'on appelle la rétine visuelle. Cette couche interne, ce trait-là, cette ligne rougeâtre, c'est la couche la plus interne et elle est représentée schématiquement. C'est la rétine visuelle elle-même. Regardez la représentation schématique de cette rétine. On a extrapolé cela. Regardez la lumière, elle vient comme ça et les couches, elles sont agencées dans ce sens. Et en fait, la lumière, elle va venir, elle va traverser cette couche comme ça, elle va venir d'ici vers là. Les cellules photosensibles, elles sont là. Les bâtonnets et les cônes sont là. Donc, cet influx nerveux lumineux, cette lumière, cet influx lumineux va traverser la rétine visuelle et les cellules vont le retransmettre à l'ensemble des couches de la rétine visuelle pour parvenir aux neurones les plus profonds, la dernière série de neurones qu'on appelle les neurones ganglionnaires, les multipolaires, dans les axones vont former le nerf optique pour envoyer cette information au centre nerveux compétent. Voilà, c'est tout ce que je vais expliquer comme phénomène physiologique. Autre chose, vous allez le faire en physiologie. Regardez, donc cette lumière, elle va traverser cette couche, elle va aller jusqu'à l'épithélium pigmentaire qui recouvre les cellules photoréceptrices, qu'on appelle les cônes et les bâtonnets, les deux types de cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes, lesquels vont renvoyer cet influx lumineux qui sera traité sous forme d'un influx nerveux qui va traverser les 10 couches de la rétine visuelle. Ça va aller vers un type de cellule qu'on appelle, d'ailleurs, pourquoi organe sensoriel tertiaire? Certains auteurs disent qu'on l'a appelé ainsi parce que c'est l'articulation de 3 types de neurones, à savoir le premier type qui correspond aux neurones photorécepteurs, c'est les cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. Ensuite, nous avons une deuxième série de neurones qu'on appelle les neurones bipolaires, lesquels vont donc transmettre cet influx nerveux vers une troisième série de neurones qu'on appelle les neurones multipolaires. C'est pour ça qu'on dit que l'organe sensoriel tertiaire, la rétine visuelle ou l'organe sensoriel de la vision, qui est un organe sensoriel tertiaire, la cellule principale, c'est une cellule nerveuse, elle se trouve au niveau des centres nerveux carrément. Et puis, ce qui nous permet de bien définir cet organe sensoriel tertiaire, c'est le fait que l'information, elle s'articule entre 3 types de neurones. Des neurones photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes, qui vont transmettre cette information aux neurones bipolaires, lesquels vont transmettre l'information aux neurones ganglionnaires. Regardez, j'inverse l'image, c'est toujours la même image. Donc la lumière, elle vient du bas, elle remonte, elle atteint l'épithélium pigmentaire pour revenir vers les photorécepteurs, les cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. Ensuite, des cônes et des bâtonnets, vous allez voir que ça va former des couches, on parlera des couches, des bâtonnets, des couches, des corps cellulaires, etc., des dendrites, des axones. Ça va transmettre cette information, maintenant, qui deviendra nerveuse. Elle était lumineuse, elle devient nerveuse, en neurones bipolaires, à la deuxième série de neurones, lesquels vont transmettre cette information à la troisième et dernière série de neurones, qui sont des neurones ganglionnaires, dits neurones multipolaires. Il y a aussi l'intervention de plusieurs types de neurones, de cellules de soutien, de cellules névrogliques qu'on appelle les cellules horizontales. Celles-ci également vont jouer un rôle, d'ailleurs on les appelle les cellules horizontales, elles vont jouer un rôle dans la transmission de l'influx nerveux dans le sens horizontal. C'est pour ça que notre vision, elle n'est pas découpée. Donc, lors de la transmission de l'information lumineuse qui va être transformée, est-ce que vous suivez ce que j'ai appris? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui, madame. Donc, je disais que, très bien, je disais que quand on reçoit l'information lumineuse et si elle était traduite au niveau de la rétine visuelle, de la manière dont je l'ai dit, uniquement ça s'arrête là, on aurait eu une vue fragmentaire, c'est-à-dire ça va être comme des lignes droites
il n'y aura pas de continuité dans l'image. Subhanallah, c'est pas le cas parce qu'il y a des cellules qui vont faire de telle sorte à ce que cet influx lumineux traverse cette rétine, cet épithélium rétinien, neuroépithélium rétinien jusqu'aux cellules photoréceptrices, lesquelles vont renvoyer cette information sous forme d'un influx nerveux, tout court, tout bonnement, un influx nerveux, et laquelle cette information va transiter vers la deuxième et troisième série de neurones, mais hop, il y a aussi d'autres cellules qu'on appelle les cellules horizontales qui vont intervenir pour propager, pour la propagation de cet influx, de cette information horizontalement parlant, ce qu'on appelle cellule horizontale. Et c'est pour ça que l'image, elle devient continue dans toutes les dimensions de l'espace. Voilà ce que je vais vous raconter comme physiologie, et ça s'arrêtera là pour la physiologie. On va attaquer directement la composition la structurale de la rétine visuelle. On va énoncer les différentes couches constitutives de la rétine visuelle, et il y en a 10. C'est à connaître en détail. Donc, les 10 couches de la rétine visuelle. Ensuite, on va voir les caractéristiques globales et détaillées pour les neurones photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. On va aussi voir les caractéristiques structurales des neurones de conduction, des neurones bipolaires et des neurones multipolaires, ganglionnaires, lesquels forment le nerf optique par leur prolongement axonique. Et on va voir aussi les caractéristiques globales des neurones d'association, ces fameuses cellules dont je viens de parler tout de suite, qu'on appelle les cellules horizontales, avec un autre type de cellules qui permettent de propager l'influx nerveux lumineux horizontalement, c'est ce qu'on appelle les cellules à macrées. Voilà les caractéristiques. Regardez cette série cet agencement de cellules nerveuses. Dans un premier temps, on a affaire à des cellules photoréceptrices qu'on appelle les photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. C'est la première catégorie de neurones par lequel va passer l'influx nerveux, l'influx lumineux qui est transformé au niveau de ces cellules en influx nerveux. Ensuite, ça va rejoindre les neurones proprement dits, les deux types de neurones qu'on appelle d'ailleurs les neurones de conduction, parce qu'ils vont conduire cette information qui va passer vers les centres nerveux compétents, encéphaliques compétents, via le nerf optique. Et le nerf optique n'est autre que les axones de la troisième et dernière série de neurones qu'on appelle les neurones ganglionnaires ou bien les neurones multipolaires, en jaune, ici. En vert, c'est les neurones bipolaires. C'est carrément des cellules nerveuses à part entière. Même celles-ci, c'est des cellules nerveuses, mais c'est des cellules nerveuses spécialisées dans la réception d'une sensibilité qui est la photosensibilité. Donc, c'est des photorécepteurs, c'est des neurorécepteurs, et c'est des cellules nerveuses aussi avec prolongement axonique, à valeur axonique et à valeur conductive. Ça va? J'ai dit globalement, on va voir maintenant les détails. Je continue. Oui, continuez. Très bien. Donc voilà, la rétine visuelle, on va passer directement à l'étude structurale en microscopie optique de cette fameuse rétine visuelle qui correspond à l'organe sensoriel, l'organe de la vision, l'organe sensoriel tertiaire de la vision, la rétine visuelle qui est dite communément rétine nerveuse. Donc, structurellement parlant, la rétine visuelle, elle correspond à un tissu pluristratifié qui renferme tous les éléments sensoriels de l'œil, qui permettent la vision. Donc, cette rétine visuelle, elle est séparée de la choroïde par une membrane limbasale assez épaisse qu'on appelle la membrane de Bruch. C'est juste une petite information. Donc maintenant, on va examiner de l'extérieur vers l'intérieur cette rétine visuelle. On vous dit que examiner en microscopie optique, la rétine nerveuse comporte 10 couches, 10. La toute première, donc on va décrire ces couches de l'épithélium pigmentaire vers, on va aller vers le nerf optique. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. La toute première couche, c'est ce qu'on appelle, je vais élancer ces couches. Après les détails cellulaires de ces couches, on va les voir tout à l'heure ou après. D'accord? Donc, je répète, c'est à connaître. La première couche, on l'appelle
couche de l'épithélium pigmentaire. On l'appelle aussi couche des cellules pigmentaires. C'est clair? Cette couche, elle correspond c'est une monocouche, une seule couche de cellules pigmentaires. La deuxième couche, on l'appelle la couche des cellules à cône et des cellules à bâtonnets. On l'appelle aussi la couche des cônes et des bâtonnets. C'est les cellules photoréceptrices. On l'appelle avant, elle avait une appellation, c'est membrane de Jacob. Mais écoutez-moi bien, elle ne correspond pas à la totalité des cônes et des bâtonnets, mais plutôt aux expansions externes des cellules photoréceptrices. Expansion externe des cellules photoréceptrices. Voici les cellules photoréceptrices, voici un bâtonnet, schématiquement, voici un cône en bleu. En rose, c'est un bâtonnet. C'est cette couche-là, c'est les prolongements dendritiques des cellules photoréceptrices qui forment la couche des cônes et des bâtonnets. Voilà. C'est ces prolongements dendritiques. On appelle couche des cônes et des bâtonnets. OK? La troisième couche, on l'appelle la membrane limitante externe. C'est quoi cette fameuse membrane limitante externe? Elle est faite de quoi? On vous dit, elle est faite de complexes jonctionnels entre les cellules à cône et à bâtonnet et les cellules de soutien de Müller. On va voir les caractéristiques de ces cellules de Müller, ces fameuses cellules de Müller qui ont une individualité, une particularité, on les retrouve dans la rétine visuelle uniquement comme type de cellules de soutien. Et donc, il y a des complexes jonctionnels qui s'établissent entre les cônes et les bâtonnets avec ces cellules de soutien. Et ça forme une membrane limitante dite membrane limitante externe. Et si on parle d'une membrane limitante externe, ça veut dire qu'il y aura une membrane limitante interne. Et vous allez voir que ces fameuses cellules de soutien, elles sont tellement allongées dans la rétine visuelle grande que leurs pieds forment la membrane limitante interne. Je vais y arriver tout de suite. Donc, la quatrième couche, c'est ce qu'on appelle la couche granuleuse. On l'appelle aussi la couche nucléaire externe. Nucléaire qui signifie les noyaux cellulaires. Donc, celle-ci indique qu'il s'agit de la couche qui comporte les noyaux des cellules, des photorécepteurs, de la vision, des bâtonnets et des cônes. Donc, cette couche, elle correspond à la couche des corps cellulaires, des cellules photoréceptrices, c'est-à-dire au corps cellulaire des cônes et des bâtonnets. Voilà. La cinquième couche, dite couche plexiforme, donc, comme on a parlé d'une couche granuleuse externe, cela signifie qu'il y aura une couche granuleuse interne. Parce que s'il n'y avait qu'une seule couche granuleuse, on aurait dit tout court couche granuleuse, ou bien couche nucléaire. Comme il y a au-dessous une autre couche granulaire, donc on a parlé de couche granulaire externe, tout comme on va parler d'une couche plexiforme externe et d'une couche plexiforme interne. Donc la couche plexiforme externe, celle-ci aussi, elle correspond aux synapses entre les dendrites des cellules bipolaires du deuxième type de neurones. C'est les synapses entre les dendrites des cellules bipolaires et les pieds des cellules photoréceptrices. Ça, vous devez apprendre ça par cœur. D'accord? Et ensuite, ça va venir après avec les schémas, vous allez comprendre à quoi correspondent ces couches. Maintenant, je suis en train de les énumérer. On va voir les caractéristiques de ces cellules. Vous allez vous retrouver dans ces couches après. On va se retrouver ensemble dans ces couches. La sixième couche, dite couche granuleuse ou bien nucléaire interne, celle-ci, puisqu'on a la couche granulaire nucléaire externe qui correspond au noyau des cellules photoréceptrices, celle-ci, elle correspond au noyau du deuxième type de neurones visuels, les neurones bipolaires. Donc, cette couche, elle comporte les noyaux des cellules, des neurones bipolaires. Elle comporte aussi les noyaux des cellules, névrogliques, dites cellules amacrines, des cellules
aussi horizontale et les noyaux des cellules de Müller. Donc, cette couche granuleuse interne, elle comporte les noyaux de plusieurs types cellulaires, à commencer par le deuxième type de neurones rétiniens, neurones bipolaires, plus les neurones de plusieurs types de cellules de soutien, de cellules névroglyques, cellules amacrines, cellules horizontales et les noyaux des cellules de Müller. La septième couche, c'est la couche flexiforme interne. Celle-ci, elle correspond aux synapses entre les cellules bipolaires cette fois-ci et les cellules amacrines. La huitième couche, c'est la couche des cellules multipolaires. On l'appelle aussi couche des cellules ganglionnaires, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'elle comporte cette couche? On vous dit qu'elle comporte les cytones des cellules multipolaires. C'est quoi les cytones? C'est les corps cellulaires. Donc, c'est les noyaux, c'est les corps cellulaires des cellules multipolaires. On a l'avant-dernière couche qui est la couche des fibres du nerf optique. Cela signifie qu'elle comporte les axones, les fibres nerveuses ou bien les axones des cellules multipolaires ou bien ganglionnaires. Vous pouvez rajouter à la couche des cellules multipolaires, vous pouvez rajouter à côté, vous pouvez l'écrire, couche de toute façon, quand je vais parler des cellules multipolaires dans le texte, je dirais ou ganglionnaires. Donc, ça sous-entend qu'on peut l'appeler aussi la couche des cellules ganglionnaires. Donc, l'avant-dernière, c'est les fibres du nerf optique, les axones des cellules ganglionnaires. Et la toute dernière couche, c'est une membrane limitante. C'est la limitante interne qui est faite des pieds des cellules de Müller qui, elles, ont formé la limitante, la membrane limitante externe. Voici la structure histologique détaillée, cytologiquement parlant, de la rétine visuelle avec les 10 couches constitutives de la rétine nerveuse. C'est à connaître. C'est clair. Je continue. Regardez ici une représentation schématique de l'organisation de la rétine visuelle. Ici, c'est une microphotographie en microscopie optique d'une coupe de rétine visuelle. Là, on est parti de l'humeur vitrée, c'est-à-dire qu'on est remonté vers les cellules photoréceptrices. Donc, en allant des cellules ganglionnaires multipolaires, la deuxième série de neurones rétiniens, cellules bipolaires, et la troisième série sont les neurorécepteurs, les cellules photoréceptrices. Après, entre les trois, il y a la limitante interne, la limitante externe, les couches granuleuses, les couches, etc. Les couches que j'ai énoncées. D'accord? Voici une représentation aussi, c'est une microphotographie celle-ci, en allant de l'épithélium pigmentaire qui recouvre donc extérieurement les neurorécepteurs, les cellules photoréceptrices, et plus précisément les articles, on va voir après, je vais employer les termes qu'il faut après, les articles externes, les prolongements dendritiques, avec, il y a des termes techniques appropriés que vous devriez connaître par la suite. Voilà, la couche nucléaire externe, la couche plexiforme externe, la couche nucléaire interne, vous voyez, c'est les noyaux des cellules amacrines de Müller horizontales et des cellules, des noyaux des neurones bipolaires. Ici, c'est les noyaux des cellules photoréceptrices. La couche plexiforme interne. Voilà. C'est mieux comme ça, hein, vous allez me suivre. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je ne me suis pas rendu compte que je n'ai pas mis agrandi l'image. Vous avez pu suivre normalement. Oui. Je viens de m'en rendre compte. La couche des cellules ganglionnaires et la couche des fibres du nerf optique. Voilà. On va attaquer les neurones de la rétine visuelle. Et bien sûr, on va commencer par le commencement. On va donc énoncer la technique qui nous a permis de mettre en évidence les différents types de neurones rétiniens, avec les cellules de soutien qui vont avec, bien sûr, et l'épithélium pigmentaire, les cellules pigmentaires.
Donc, en plus des cellules pigmentaires et de soutien, on a affaire à trois types fondamentaux de neurones, à savoir les neurones photorécepteurs. Et la deuxième variété de neurones, c'est les neurones de conduction. En fait, dans l'articulation du message nerveux, on a l'articulation entre les neurones photorécepteurs et les neurones de conduction, avec la participation des neurones d'association, les cellules horizontales et les cellules amacrines. Donc, il y a trois grandes catégories de cellules qui participent à la transmission de l'information visuelle, de l'image, de la lumière, qui est traduite en message nerveux. Il y a l'articulation d'un ensemble de cellules, à commencer par les cellules spécifiques, neurosensorielles spécifiques photoréceptrices, qu'on appelle les neurones photorécepteurs. Les cellules photoréceptrices, on les appelle aussi cellules visuelles, on les appelle cellules sensorielles, cellules neurosensorielles. Ces appellations nous permettent, et c'est les cellules principales sensorielles, principales photoréceptrices, toutes ces appellations indiquent donc caractérisent les cellules à cône et les cellules à bâtonnet, les neurones photorécepteurs. D'accord? Et la deuxième variété de neurones, c'est ce qu'on appelle les neurones de conduction. Ces neurones de conduction, ils regroupent les deux autres types cellulaires qui s'agencent dans le message nerveux, c'est-à-dire les neurones bipolaires et les neurones multipolaires ou bien ganglionnaires, lesquels présentent leur prolongement, leurs fibres nerveuses axoniques forment le nerf optique. Et donc, la troisième catégorie de neurones qui participent à donc, former cette information lumineuse, cette image, cette information lumineuse qui est transformée en influx nerveux pour donner une image complètement des trois dimensions de l'espace, il y a la contribution des types de neurones de cellules névrogliques, des cellules de soutien, de cellules névrogliques qu'on appelle les cellules horizontales et les cellules amacrines. On va voir dans l'ordre chronologique énoncé, et c'est en technique d'imprégnation argentique qu'on a mis en évidence ces différents types cellulaires. Et bien sûr, rajouter à ces types cellulaires, il ne faut pas oublier les cellules de soutien, tout ce qui est cellules de soutien, et cellules pigmentaires qui forment l'épithélium pigmentaire, qui recouvre les neurones photorécepteurs. Ça va? Voici une représentation schématique de l'organisation de la rétine visuelle, l'épithélium pigmentaire, une seule couche, une monocouche de cellules pigmentaires qui recouvrent les cellules photoréceptrices, les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, lesquels s'articulent avec le deuxième type de neurones, les neurones bipolaires, lesquels s'articulent avec le troisième type de neurones, les neurones, vous voyez, parfois je vous donne un schéma où c'est écrit neurone multipolaire, parfois je vous donne un schéma où c'est écrit neurone ganglionnaire, juste pour dire qu'il s'agit du même type cellulaire. Et bien sûr, pour ces neurones ganglionnaires, avec leur prolongement axonique qui forment les fibres nerveuses et qui vont donc former le nerf optique. Et ces deux types cellulaires, c'est des cellules nerveuses à part entière. Et ne pas oublier les cellules horizontales et les cellules de soutien qui s'agencent, les cellules amacrines et les cellules horizontales qui s'agencent horizontalement, qui s'interposent horizontalement entre les cellules photoréceptrices et les neurones bipolaires et les neurones multipolaires. Ça va? Ça va? Regardez, j'ai suivi l'organisation schématique. Ça va y aller. Je continue? Je continue? Il y a beaucoup d'informations? Orientez-moi, s'il vous plaît. Je continue? Oui. Et les autres? C'est un oui collectif? De toutes les façons, je vais tout expliquer en détail cela. Là, je vous ai donné le schéma global, l'organisation générale, mais maintenant, on va passer aux détails structuraux, les uns après les autres. Ça va venir. N'ayez pas peur. Allez. Donc, regardez ce schéma. J'ai suivi l'ordre chronologique d'agencement cellulaire
en allant de l'épithélium pigmentaire vers les photorécepteurs, les neurones bipolaires et neurones ganglionnaires qui forment un type de cellule qu'on appelle cellules nerveuses, qui ont reçu le nom de neurones de conduction, qui conduisent l'information. Après, on va voir ces cellules, ces neurones d'association, les cellules horizontales et les cellules amacrines, de soutien amacrine. D'accord? Allez, on va voir les caractéristiques de l'épithélium pigmentaire rétinien, c'est-à-dire des cellules pigmentaires de la couche des cellules pigmentaires qui forment l'épithélium pigmentaire rétinien. On vous dit c'est la couche la plus externe de la rétine. Elle forme une seule couche, une monocouche, donc constituée d'une seule couche de cellules épithéliales prismatiques, unies entre elles par des complexes jonctionnels. Elle présente de nombreuses mitochondries au niveau de leur partie basale. On s'observe de nombreuses et profondes invaginations. D'ailleurs, elles s'enveloppent par leurs franges qui ont des formes allongées filiformes, les cônes et les bâtonnets. Donc, la partie apicale présente de longues franges filiformes avec des graines de mélanine. Les franges s'insinuent entre les articles externes des cônes et des bâtonnets selon l'intensité de l'éclairement, l'intensité lumineuse. Donc, regardez, on ne va pas faire un cours de physio, regardez comment s'insèrent les franges des cellules pigmentaires et recouvrent extérieurement les articles. Ce sont les prolongements dendritiques. Quand on va étudier les photorécepteurs, vous allez voir à quoi correspond le terme article externe. C'est d'accord, des bâtonnets et des cônes. OK? Voilà. Regardez ces franges, comment est-ce qu'elles s'insinuent. Elles s'insèrent dans ces prolongements des bâtonnets et des cônes, qu'on appelle les articles externes des cellules photoréceptrices. On va les voir en détail. D'accord? Et bien sûr, on vous dit que c'est selon l'intensité lumineuse, parce que en fait, ces cellules, elles permettent carrément le maintien de l'homéostasie de l'épithèle rétinienne, de la rétine visuelle. En gros, je vais énoncer quand même quelques rôles physiologiques de ces cellules pigmentaires qui permettent de soutenir, de protéger via leurs franges les cônes et les bâtonnets, qui permettent aussi d'aider à l'élaboration du pourpre rétinien. C'est quoi le pourpre rétinien? Messieurs, qu'appelle-t-on pourpre rétinien? Comment ça s'appelle le pourpre rétinien? Oui, c'est écrit. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ça. En anatomie, on ne vous a pas parlé des pigments protéiques photosensibles. Je ne me rappelle pas. Voilà, c'est un pigment protéique photosensible qui est en gros élaboré par les bâtonnets, qu'on appelle, et ça s'appelle aussi la rhodopsine. C'est élaboré par beaucoup plus les bâtonnets qui permettent de contrôler l'intensité lumineuse, l'intensité de l'éclairement. Donc aussi, comme rôle, on va passer dessus, on ne va pas s'attarder sur ça, la nutrition du tiers de la rétine, du tiers externe de la rétine, et puis il y a aussi un rôle immunitaire, un rôle de phagocytose de tout ce qui est cellules vieilles, les cônes qui ont vieilli, les débris cellulaires des cônes et des bâtonnets qui sont devenus non fonctionnels. Donc il y a cette phagocytose, cette destruction des cellules vieilles. Voilà, en gros, en quoi consiste l'épithélium pigmentaire qui surmonte extérieurement, qui recouvre extérieurement donc les cellules photoréceptrices. C'est tout ce que vous devez connaître en histologie concernant cet épithélium pigmentaire. On va attaquer les neurones photorécepteurs. On va voir les caractéristiques structurales des neurones photorécepteurs. C'est le but de ce cours. En gros, c'est l'essentiel de ce cours, c'est les neurones photorécepteurs. On vous dit que l'examen en microscopie optique des deux types de neurones de cellules photoréceptrices
photosensibles, donc les bâtonnets et les cônes à la fois, va nous permettre donc de distinguer trois caractéristiques morphologiques essentielles qui sont, si vous voulez, un peu communes, mais on va établir aussi les différences entre les deux types cellulaires. Donc, les deux types cellulaires comportent un cytone. Un cytone, c'est le corps cellulaire où se trouve le noyau. Un cytone et le cytone des cellules photosensibles, les deux, les bâtonnets et les cônes, se retrouvent, on a déjà dit ça dans l'organisation de la rétine visuelle. On retrouve les corps cellulaires des bâtonnets et des cônes au niveau de la couche granuleuse externe qui correspond à la couche 4. D'accord? OK? C'est la première caractéristique de ces cellules. Il faut me répondre parce que moi, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas savoir comment avancer avec vous. Ne me faites pas répéter longtemps parce que j'ai fait carême et c'est pas facile avec la chaleur. Il fait chaud. D'accord? Allez, la seconde caractéristique morphologique, c'est cellules photoréceptrices, c'est le fait qu'elles soient pourvues de deux prolongements. L'un à valeur axonique, c'est le prolongement interne à valeur axonique, et le prolongement externe, il est à valeur dendritique. Celui qui est à valeur dendritique, il est situé dans la couche des cônes et des bâtonnets, donc la couche 2. Le prolongement interne à valeur axonique, il se termine dans la couche plexiforme externe, la couche 5. Reprenez, à chaque fois que vous lisez ça, quand vous allez réviser, reprenez le schéma global de l'organisation de la rétine visuelle. Et là, vous allez vous retrouver vous allez apprendre, mais vous pourrez reprendre même si vous n'avez pas appris. D'accord? Donc, une fois que vous aurez compris, vous allez retrouver vous-même les couches. Oui, prends-la, Lina. Prends-la. Donc, je continue. Donc, nous avons un cytone, un prolongement externe à valeur dendritique situé dans la couche 2, un prolongement interne à valeur axonique situé au niveau de la couche 5. Et en ce qui concerne ces cellules, ces neurophotorécepteurs, nous avons les bâtonnets qui, leur nom indique qu'ils ont une forme prolongée sous forme de bâtonnet, d'où la appellation de bâtonnets, de cellules à bâtonnets. Et nous avons une deuxième variété de cellules qui sont plutôt courtes. Surtout, c'est le prolongement externe qui détermine cette forme. Donc, le prolongement externe, c'est-à-dire le dendrite de ces cellules, qui a valeur dendritique, qui est située dans la couche 2, il a une forme de bâtonnet pour les cellules à bâtonnet. Donc, allongé pour les bâtonnets, il a une forme plutôt épaisse et courte, mais qui se termine en cône. On les appelle d'ailleurs les cônes. Forme triangulaire. Ici, dans le schéma, ils l'ont représenté presque de la même taille. Mais au fait, les cônes sont plus courts que les bâtonnets. Donc, ici, j'ai un autre schéma qui montre, voilà, par exemple, ici, ils sont plus courts. Et les franges de l'épithélium pigmentaire, elles sont très longues, elles sont assez longues. Hein. Donc, elles s'insinuent dans la partie apicale des cônes et dans les bâtonnets. Donc, ces segments externes, forme allongée pour le bâtonnet, forme conique ovoïde pour les cônes, qui sont plutôt plus petits que les bâtonnets. Et c'est ce qu'on appelle le segment externe. C'est le prolongement dendritique. OK? Ça va? Je continue. C'est les cellules pigmentaires. Allez, pardon, photorécepteurs. Cellules photoréceptrices. Corps cellulaire.
Et voici les prolongements des cellules photoréceptrices ici. Ça va? Je continue. On va voir les détails concernant donc, le prolongement externe, c'est-à-dire le prolongement dendritique d'une cellule visuelle, qu'il s'agisse d'une cellule à cône ou d'une cellule à bâtonnet. On vous dit que le prolongement externe d'une cellule visuelle comporte également trois parties, trois segments principaux. On va parler des segments ou bien articles externes, dont le prolongement externe lui-même, il est subdivisé en trois parties, trois sous-parties, trois segments, ou bien trois articles. Le segment externe, le segment interne et le segment connectif. Je vais vous montrer le schéma tout de suite. Regardez, pour le bâtonnet, avec le segment externe, voilà, pour le bâtonnet, le segment interne du bâtonnet, et voici le corps cellulaire. Pour le cône, voici le noyau, le corps cellulaire, le cytone qui comporte le noyau. Voici le segment interne, le segment externe. Pour le cône. Regardez ce segment externe, on va le décrire tout de suite, ce segment externe d'abord, et on va revenir aux autres segments. Voilà, un segment ou article externe. Au niveau des bâtonnets, il est cylindrique. Il est conique au niveau des cônes, on vient de le voir. Il contient des empilements de disques membraneux aplatis contenant un photopigment, donc un pigment photosensible, la rhodopsine pour les bâtonnets et l'iodopsine pour les cônes. Les disques correspondent à des replis. Les disques sont des replis de la membrane plasmique au niveau du cil, zone d'union entre le segment externe et le segment interne. Regardez ce que ça signifie. Regardez ici, il y a une sorte d'étranglement entre le segment externe et le segment interne. Ce point-là, intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le cil connecteur. Donc, à partir de ce cil connecteur ici et là, à partir de ce cil connecteur qui est la zone intermédiaire entre le segment externe et le segment interne, nous avons un empilement de replis membraneux au niveau du segment externe et où se trouve un pigment protéique photosensible à la lumière qui est la rhodopsine pour le bâtonnet et l'iodopsine, on va juste donner leur nom, pour les cônes. C'est des pigments protéiques photosensibles donc, qui jouent un rôle dans l'intensité, la perception de l'intensité lumineuse. Pardonnez-moi une minute, je vais ouvrir la porte, je reviens, d'accord? D'accord, Yeresh? Oui.
On part à quelle heure? D'accord. Ok. Je suis de retour, Yaresh. Excusez-moi. Donc, je disais qu'on a les segments externes de l'article externe pour les bâtonnets. Ils correspondent à des empilements de membranes plasmiques où se trouve un pigment protéique, la rhodopsine pour les bâtonnets et l'iodopsine pour les cols. Il y a une zone intermédiaire qui correspond, qui a été appelée cil connecteur. Donc, point de liaison entre le segment externe et le segment interne. Vous avez vu le segment interne, il comporte des mitochondries. Voilà. Donc, les disques sont des replis de la membrane plasmique au niveau du cil, zone d'union entre le segment externe et le segment interne. On a le deuxième segment, qui est l'article interne, qui contient d'abondantes mitochondries, et le segment connectif, la zone intermédiaire, qui relie les deux articles internes et externes correspondant à un véritable cil vibratif. Je n'en dirai pas plus parce que les mécanismes fonctionnels de ces cellules, il est très complexe. Et on ne va pas faire un cours de physiologie en histologie, ce n'est pas du ressort de ce module. D'accord? Donc, ce qui vous est demandé, c'est de connaître la structure histologique de ces cellules avec l'agencement des différents éléments au niveau des cellules, surtout les cellules pour les cellules photoréceptrices. Donc, un prolongement externe, interne à valeur axonique et un prolongement externe. On vient de voir les caractéristiques de ce prolongement externe et pour les bâtonnets et pour les cols. D'accord? Voilà. Il faut connaître cette représentation schématique. C'est ce qui va vous aider à bien assimiler ce cours. On va voir ce qui se passe au niveau, pour regardez la base pour le prolongement axonique. Vous allez voir qu'il y a un renflement qu'on appelle le pédicule pour la partie terminale pour le col, et on a ce qu'on appelle le sphérule pour le bâtonnet. On va le voir tout de suite. On va voir les distinctions dans ce cas-là pour les deux. Donc, on va mettre un peu d'ordre. En ce qui concerne les bâtonnets, donc les cellules photoréceptrices bâtonnées, ce sont des éléments très allongés, prolongement dendritique plus long que ceux des cols. Les axones sont filiformes, ils sont plus étroits que ceux des cols. Ils se terminent, voilà, c'est ce que où je voulais arriver. Les axones des cellules à bâtonnets se terminent par un renflement, une petite région renflée qu'on appelle la sphérule. Je viens de vous la montrer, qui établit des synapses avec les prolongements cytoplasmiques des cellules, donc des neurones bipolaires et des cellules horizontales. Voilà. Les bâtonnets, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils sont plus nombreux que les cols. Ils interviennent dans la vision crépusculaire nocturne. Beaucoup plus, ils travaillent beaucoup plus à faible lumière. D'accord? C'est ce qu'on appelle la vision à faible lumière. Par contre, concernant les cols, ils ont leur organisation est plutôt similaire à celle des bâtonnets, à quelques différences près. On a l'axone qui est plus épais et qui se termine par, cette fois-ci, des ramifications qu'on appelle le pédicule. Et c'est ce pédicule axonique qui établit des synapses avec les neurones bipolaires et les cellules horizontales. Par contre, les cols, physiologiquement parlant, ils interviennent à lumière, c'est la lumière du jour, la lumière normale qu'on appelle la lumière diurne. Ici, pour les bâtonnets, c'est la vision nocturne. Pour les cols, c'est la vision diurne, c'est-à-dire la lumière du jour. Discriminative, et c'est les cônes qui permettent de faire la distinction entre les formes, les tailles, les couleurs, distinction de tous les détails, formes et couleurs. Voilà. Ça va? Ça va? Coucou, c'est là? Oui. Oui. Je continue?
continue. Voici une représentation schématique des cônes avec des cônes et des bâtonniers avec leur représentation. La représentation des articles, de leurs articles externes, leurs cils connectifs, les articles internes avec le pédicule pour le cône et la sphérule pour le bâton, qui établissent des synapses avec les cellules bipolaires et les cellules horizontales. Ça va? Allez, je continue. Les neurones de conduction. On a dit au départ qu'il y a 3 variétés de cellules qui s'articulent dans toute la rétine. Les cellules photoréceptrices, on vient de les finir. Les neurones de conduction qui correspondent aux neurones bipolaires, c'est les 2 autres variétés de neurones principaux. C'est les neurones bipolaires et les neurones multipolaires qui, dans l'axone, forment le nerf optique. Dans les axones, forment le nerf optique. Donc, les neurones de conduction, on va voir dans un premier temps les neurones bipolaires. On vous dit qu'en gros, on les appelle neurones de conduction parce que c'est eux qui conduisent l'impulsion reçue des cellules photoréceptrices. Donc, cette information lumineuse qui a été transformée en information nerveuse, cette impulsion, elle va passer des cellules photoréceptrices vers d'abord les neurones bipolaires. Ils vont conduire aux neurones multipolaires. D'où l'appellation de ces types de neurones bipolaires et multipolaires, neurones de conduction, parce que leur rôle principal est de conduire cette information, cette impulsion. OK? Les neurones bipolaires, on vous dit que leurs corps cellulaires sont dans la couche granuleuse interne. Donc, les corps cellulaires, les cytones des neurones bipolaires, on a déjà énoncé cela, on les retrouve au niveau de la couche granuleuse interne, c'est-à-dire quelle couche? Quelle couche? Répétition. On vous dit que les corps cellulaires des neurones bipolaires se trouvent au niveau de la couche granuleuse interne. Quelle couche? C'est la couche 4 ou 5? 6. Granuleuse interne, c'est la 6. C'est la couche 6, voilà. Donc, vous voyez, quand vous allez lire à tête reposée, vous essayez de vous retrouver dans l'énoncé concernant les différentes couches. Au fur et à mesure, vous allez vous retrouver tout seul. Si vous comprenez, et vous avez bien sûr les termes techniques, vous êtes obligé de les apprendre, vous allez vous retrouver tout seul. D'accord? On vous dit leurs corps cellulaires sont dans la couche granuleuse interne. L'expansion dendritique, donc les prolongements dendritiques externes, l'expansion dendritique externe fait synapse, ça ne dit faire synapse, hein. On va faire fait synapse avec les renflements synaptiques des cellules photoréceptrices au niveau de la couche plexiforme externe. Donc, les prolongements dendritiques, ces neurones bipolaires, vont faire synapse, voilà, va faire synapse avec les renflements synaptiques qu'on vient de voir, donc les terminaisons axoniques des cellules photoréceptrices. Et ceci au niveau de la couche plexiforme externe, c'est la couche 5, je crois. La couche nucléaire externe. Hein? C'est la 5e couche. Voilà. Et non, c'est la 4. Nucléaire externe, c'est la 4. La 5, c'est la plexiforme externe. OK. Et on vous rajoute que l'expansion axonique interne, donc le prolongement axonique, lui, de ces neurones bipolaires, il va faire synapse avec les dendrites qui vont remonter des cellules ganglionnaires et également avec les arborisations horizontales dans la 7e couche, la couche plexiforme interne. Voilà. C'est à connaître. D'accord? On vous rajoute que parmi les neurones bipolaires, on a 2 variétés de neurones bipolaires. On a ce qu'on appelle les neurones bipolaires des bâtonnets et les cellules bipolaires des cônes. Cela signifie quoi? Tout simplement, c'est que ces neurones bipolaires, il y a ceux qui vont être rattachés directement aux cellules photoréceptrices bâtonnées et il y a ceux qui vont être rattachés directement aux cônes, d'où l'existence de 2 variétés de neurones bipolaires. Ceux qui vont se rattacher aux bâtonnets, on les appelle, on vous dit qu'ils sont reliés aux
sphérules des bâtonnets, au prolongement axonique, donc les sphérules des bâtonnets. Les cellules bipolaires des cônes, elles sont reliées au pédicule des cônes, au prolongement axonique des cônes. C'est clair? Ça va? Allez, on va attaquer les neurones ganglionnaires. On va y aller? On y va? Oui. La deuxième variété de neurones proprement dit, donc de neurones de conduction, c'est les neurones ganglionnaires ou bien les neurones multipolaires. Vous savez que on vous dit qu'ils ont de gros, de volumineux corps cellulaires, cytones, et ils constituent la 8e couche qui est dite couche des cellules ganglionnaires ou bien couche des cellules multipolaires. On vous rajoute que pour ces neurones ganglionnaires, leurs ramifications dendritiques vont faire synapse avec les axones des neurones bipolaires. C'est normal, puisqu'ils vont ramener l'information des neurones bipolaires pour la transmettre aux axones de ces cellules elles-mêmes qui vont former le nerf optique, qui va ramener cette information au centre nerveux compétent. Donc, leurs ramifications dendritiques vont faire synapse avec les axones des neurones bipolaires et les ramifications aussi horizontales au niveau de la couche plexiforme interne. Leurs axones, regardez, on vous dit leurs axones forment une partie du nerf optique. C'est la couche des fibres du nerf optique. D'accord? Il existe, et la même chose pour les neurones ganglionnaires, on vous dit qu'il existe 2 types de cellules ganglionnaires. Nous avons un type qu'on appelle les cellules ou bien les neurones ganglionnaires diffus ou bien les cellules ganglionnaires diffuses, et on a les neurones ganglionnaires nains, les cellules ganglionnaires naines. Les diffuses, on vous dit que les cellules ganglionnaires diffuses, elles sont en contact avec plusieurs cellules bipolaires. C'est les neurones ganglionnaires qui peuvent être en contact avec plusieurs neurones bipolaires. Pour les neurones ganglionnaires nains, on vous dit que leur dendrite n'entre en contact avec une seule cellule bipolaire. Donc, la différence entre les 2 types, les 2 variétés de neurones ganglionnaires, c'est que les premiers qu'on appelle diffus, ou bien cellules diffuses, ou bien neurones diffus, ganglionnaires diffus, ils peuvent rentrer en contact avec plusieurs cellules neurones bipolaires à la fois. Par contre, les neurones ganglionnaires nains et petits, nains, ils sont d'ailleurs petits, leurs dendrites ne peuvent rentrer en contact qu'avec un seul neurone bipolaire. Voilà. C'est pour des raisons physiologiques, bien sûr. Hein? D'accord? C'est un rapport avec l'ordre physiologique. OK? D'accord? On continue? Oui. Allez, on va voir maintenant la toute dernière variété de neurones qu'on appelle les neurones d'association. On a énoncé au départ qu'on avait 2 types de neurones d'association, ce qu'on appelle les cellules horizontales et les cellules amakries. Les cellules, qu'appelle-t-on cellules horizontales? Donc, à l'horizon, elles se présentent horizontalement par rapport à la surface de la rétine visuelle. On vous dit que ce sont des interneurones, c'est des neurones d'association. C'est des interneurones étoilés de taille variable avec un cytone multipolaire, de nombreuses ramifications dendritiques. Les axones peuvent être plus ou moins lents, qui peuvent donner des collatérales avec un bouquet terminal. Leur cytone est situé dans la couche granuleuse interne. Leur dendrite pour ces neurones d'association se ramifie dans la couche plexiforme externe et il se termine au niveau des extrémités des photorécepteurs, des neurones photorécepteurs, c'est-à-dire au niveau des extrémités axoniques, sphérules et pédicules. Quel est le rôle de ces cellules horizontales? Je l'ai déjà énoncé. Donc, ils mettent en relation les cônes entre eux. Regardez, ces cellules horizontales, c'est des interneurones. Donc, c'est des neurones d'association, de liaison. Ils peuvent mettre d'une part les cônes entre eux. Donc, ils peuvent associer 2 cônes, plusieurs cônes. Ils peuvent mettre en contact les bâtonnets entre eux.
tout comme ils peuvent mettre en contact les cônes et les bâtonnets. C'est des interneurones, c'est des neurones d'association. Voilà. Donc, ils établissent des liaisons, soit entre des bâtonnets, soit entre des cônes, soit entre les bâtonnets et les cônes, d'une part. Et le rôle principal, physiologique principal, c'est qu'ils permettent la propagation et la diffusion de l'influx nerveux dans un plan parallèle à la surface de la rétine visuelle, pour qu'après notre vision ne soit pas discontinue. Donc, c'est pour propager cet influx nerveux lumineux et cette information pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans l'image que l'on va observer par la suite. D'accord? C'est pour ça, c'est des neurones d'association, et c'est des cellules horizontales, c'est à l'horizon et c'est dans le sens parallèle. Les autres, elles jouent un rôle dans le sens longitudinal et perpendiculaire. Celles-ci, elles établissent une diffusion de la lumière horizontalement, donc parallèlement à la surface de la rétine visuelle, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans l'image que l'on va voir. La deuxième variété de neurones d'association, c'est clair? C'est clair? Je continue. Oui. Les cellules amacrines, c'est le deuxième type de neurones d'association. On vous dit que celles-ci, elles peuvent se connecter via leur terminaison axonique avec les neurones bipolaires et également avec les cellules ganglionnaires par leur ramification dendritique. Et ceci s'opère au niveau de la 7e couche. C'est quoi la 7e couche? Plexiforme interne. Très bien. Et également, celle-ci, elle contribue à la diffusion horizontale de l'influx nerveux. Voilà. Je répète, c'est à connaître. Regardez les cellules horizontales. Une représentation schématique, un épithélium pigmentaire, segment externe des cônes, les cônes eux-mêmes avec l'article interne, segment interne, leur corps cellulaire, les cellules horizontales, les neurones bipolaires, les cellules amacrines, voilà, et les cellules amacrines. Regardez, dans les schémas, vous pourrez retrouver les étages de la rétine, les différents segments de la rétine visuelle. Si cellule amacrine, regardez comment est-ce qu'elle établit des connexions entre les cônes, un vers un autre cône. Je pense que j'ai un autre, attendez, si j'ai un autre schéma où ces cellules établissent des connexions entre deux. Attendez. Non, je pense l'avoir, le schéma. Cône et bâtonnet. Entre cône et bâtonnet, cône et cône. Ça peut être aussi entre bâtonnet et bâtonnet. Voilà. Les cellules horizontales, les cellules amacrines. Voilà. On va voir les cellules de soutien. Je pense qu'on va finaliser. Ça y est. 10 minutes et on termine. Je continue. Les cellules de... Je continue, Yaresh. Ça y est, on va vers la fin. Ça y est. Je continue. Oui. D'accord. Les cellules de soutien, l'ensemble des cellules de soutien, c'est-à-dire c'est l'ensemble des cellules névrogliques et les cellules de Muller. Pourquoi j'ai précisé pour les cellules de Muller? Ces cellules, ce sont des cellules de soutien particulières à la rétine visuelle. D'accord? Donc, c'est toutes les cellules de soutien, elles regroupent toutes les cellules névrogliques, y compris les cellules de Muller qui sont particulières à la rétine nerveuse. C'est des cellules de soutien très particulières à la rétine visuelle. Et on vous dit que l'ensemble de toutes les cellules de soutien, qu'est-ce qu'elles font, ces cellules de soutien? Toutes les cellules névrogliques,
plus les grandes cellules de Müller, parce qu'elles sont très grandes, ces cellules de Müller. Qu'est-ce qu'elles font? Elles remplissent avec leur corps axonique et leur prolongement, tout leur prolongement dendritique, avec leur cytone, leur corps cellulaire, leur prolongement dendritique et axonique, elles comblent tous les espaces qui ne sont pas occupés au niveau de la rétine visuelle. Donc, elles jouent un rôle de remplissage de l'espace de l'épithélium rétinien. D'accord? Donc, on vous dit tous les espaces, ces cellules, regardez cette cellule de Müller comme elle est géante, elle est grande. Ici, c'est un espace vide. Et là où il y a un espace vide, la cellule de Müller, elle s'installe au niveau des espaces vides entre les cellules et avec les autres cellules de soutien pour combler tous les vides dans la rétine, que l'image soit parfaite. D'une part, et elle joue un rôle de soutien d'autre part. Donc, on vous dit, elle comble tous les vides. On va voir les caractéristiques d'abord de ces cellules spécifiques, ces cellules de soutien spécifiques à la rétine visuelle. Donc, ce sont des cellules névrogliques de soutien propres à la rétine visuelle. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont perpendiculaires au plan de la rétine. Perpendiculaire au plan. Cette cellule horizontale, elle est parallèle. Celle-ci, elle est perpendiculaire au plan de la rétine. Quoi d'autre? Elle comble tous les espaces libres entre tous les éléments de la rétine, de la couche 3 à la couche 10. Leurs noyaux sont situés à la partie moyenne, c'est-à-dire au niveau de la 6e couche de la rétine. Leur portion interne renflée constitue la limitante interne. Quand j'ai élancé la limitante interne, la toute dernière couche, on a dit que c'était leur portion interne renflée. C'est les pieds des cellules de Müller qui constituent la limitante interne, la membrane limitante interne. Leur prolongement réalise des desmosomes avec les cellules photoréceptrices, permettant ainsi de constituer la membrane limitante externe. C'est ce qu'on a vu dans la première partie, dans la description des différentes couches de la rétine visuelle. Voilà en ce qui concerne les cellules de Müller, qui sont des cellules névrogliques propres à la rétine visuelle, perpendiculaires au plan de la rétine et qui comblent tous les vides, tous les espaces libres de la 3e à la 10e couche. Pour la deuxième variété, les cellules névrogliques, comme dans tous les autres parenchymes nerveux, parce que là c'est un tissu nerveux, c'est un neuroépithélium, on va retrouver des cellules névrogliques classiques, des astrocytes, des oligodendrocytes, des microgliocytes. Ils sont à cytelles qui émettent des prolongements fins, lents et étendus, les cellules névrogliques. On les trouve dans toute la surface de la rétine visuelle, mais surtout au niveau des couches les plus profondes, les couches internes. Voilà en ce qui concerne les cellules névrogliques de soutien. Ça va? On va passer au dernier point de ce cours, c'est des particularités histologiques de la rétine visuelle. On va voir deux petites particularités, ce qu'on appelle la fovea centralis. C'est le point de vision diurne maximal. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Hein? Entendu. C'est quoi? C'est quoi? On vous a pas parlé de la fovea centralis? Non. Eh bien, sachez qu'il y a un point, c'est ce qu'on appelle le point de vision diurne maximale. Et c'est une forme de pression de 0,5 mm de diamètre de la rétine visuelle au niveau de la partie postérieure, de l'extrémité postérieure de l'axe de l'axe optique de l'œil. Voici ce point-là. C'est ce qu'on appelle la fovea. Et histologiquement parlant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point de vision diurne maximale. Qu'est-ce que ça signifie?
Il y a de nombreuses cellules à cône. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est le point de vision diurne maximal. Les cornes, ils s'occupent de la vision à lumière normale, ça vous le savez. Donc, c'est la Les vision cônes. diurne. Oui, les cônes, oui. Donc, on vous dit, ce point-là, qui est une particularité structurale à la rétine visuelle, qu'on appelle la fovea centralis, c'est une forme de dépression au niveau de la rétine visuelle, plus précisément au niveau de l'extérieur, l'extrémité postérieure de l'axe optique de l'œil, et c'est ce qu'on appelle le point de vision diurne maximal. Dites-moi qu'est-ce que ça signifie, ce terme, le point de vision diurne maximal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où la vision journalière, la vision à lumière normale est au top, est à son top, à son maximum. Et ce point-là, cette dépression-là, au niveau de cette dépression, il y a une particularité structurelle au niveau de ce point. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les cellules visuelles, au niveau de cette dépression de 0,5 mm, correspondent uniquement, sont exclusivement des cônes. Il n'y a pas de bâtonnet au niveau de cette partie-là, du moins au niveau de la couche 2. C'est ça, c'est la couche 2. Et regardez, les cellules visuelles sont exclusivement des cônes. Dans l'article externe, c'est des cônes avec un article externe plutôt lent par rapport au reste de la rétine. Parce que l'article externe des cônes, en général, il est plus court que celui des bâtonnets, quand il y a des bâtonnets. Mais là, il n'y a pas de bâtonnets, il n'y a que des cônes. Et donc, leur article externe, il est plus lent. Et normalement, ici, chaque cône est relié à une seule cellule bipolaire, elle-même associée à une seule cellule multipolaire. Physiologiquement, ça a une signification avec le point de vision diurne maximal, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez uniquement qu'il y a une particularité structurale au niveau de la fovea centralis qui correspond à une dépression au niveau de la rétine, dans l'axe optique, plus précisément dans l'extrémité postérieure de l'axe optique, et dans cette zone-là, il n'y a que des cônes. Et ces cônes, ils ont un article externe lent. Et en plus du fait que ces cônes, ils sont reliés uniquement, chaque cône est relié uniquement à une seule cellule bipolaire, laquelle elle-même est reliée uniquement à une seule cellule multipolaire. On vous dit que cet aspect-là de la fovea contraste, il est différent du reste de la rétine. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la rétine, on retrouve en fait le nombre de bâtonnets, il est 4 fois plus élevé que le nombre de cônes au niveau de la totalité de la rétine visuelle, sauf au niveau de la fovea où on n'a pratiquement pas de bâtonnets. Il n'y a que des cônes. Et dans le reste de la rétine visuelle, la transmission de l'influx nerveux, elle se fait par plusieurs cellules, c'est-à-dire il n'y a pas une connexion, une association uniquement avec une seule cellule bipolaire, mais avec plusieurs cellules bipolaires, avec plusieurs cellules multipolaires. Dans ce cas-là de figure, au niveau de la fovea, voici les particularités de la fovea, où une cellule, donc un cône, est reliée à un neurone bipolaire, lequel est relié à un neurone multipolaire. OK? Et au niveau de la fovea, la rétine visuelle correspond uniquement aux 5 premières couches. D'accord? Donc, les cellules visuelles de la couche 2 sont uniquement des cônes. On ne retrouve que les 5 premières couches au niveau de cette fovea centralis. Il faut juste connaître la structure histologique de la fovea. D'accord?
OK? Je continue. Oui. Voilà. La fovea, regardez ici. C'est cette dépression au niveau de la rétine. Uniquement, il n'y a que des cols. Au niveau de cette dépression, il n'y a que des cols. Regardez. Fovea centralis, ce qu'on appelle la macula aussi. Hein. C'est une dépression où il n'y a que des cols, seulement des cols. En dehors de ce point, là, la fovea, partout ailleurs, on a une affaire de 4 bâtonnets pour un col dans toute la rétine visuelle, sauf au niveau de cette dépression qu'on appelle la fovea centralis, la macula. Voilà, une microphotographie. Regardez. D'ailleurs, il n'y a que 5 couches. C'est un peu compliqué pour vous, même physiologiquement, mais on ne va pas faire de la physiologie. Sachez uniquement qu'il y a une particularité structurale à la rétine visuelle où il y a une forme de dépression, où il n'y a pas de bâtonnier, il y a uniquement des cols qui travaillent. Chaque cône travaille avec un neurone bipolaire et avec un seul neurone ganglionnaire. Et c'est tout. D'accord? Maintenant, le dernier point, le tout dernier point, est-ce qu'il me l'a Oui. Et la rétine aveugle, vous en avez entendu parler de la rétine aveugle, le point aveugle, Oui. la papille du nerf optique. Donc, cette fameuse rétine aveugle ou le point aveugle, c'est quoi? C'est la papille du nerf optique. Celle-ci, c'est une zone où carrément il y a absence de cellules visuelles, donc de neurorécepteurs. Et c'est au niveau de cette partie-là, de cette papille du nerf optique, que les fibres du nerf optique, c'est-à-dire les axones des neurones ganglionnaires, convergent et se regroupent pour traverser la rétine. Donc, c'est le point de passage du nerf optique, des fibres du nerf optique. Au centre de la papille pénètre l'artère centrale de la rétine et ses ramifications. Et d'ailleurs, quand on fait le fond d'œil, elle est bien visible. L'artère centrale, elle est très bien visible avec ses ramifications et très bien visible au niveau de la rétine aveugle. La rétine aveugle, elle est composée uniquement de 2 couches. En fait, il n'y a pas cette notion de rétine visuelle, cet agencement en 10 couches, on ne le retrouve pas au niveau de la rétine aveugle, où on a affaire qu'à 2 couches. Il y a l'épithélium pigmentaire avec une deuxième couche de cellules pigmentaires uniquement, elle est discontinue la deuxième couche, de couche cubique, prismatique par endroits. Elle est un petit peu irrégulière, cette deuxième couche. Donc, elle est faite de 2 couches, la couche de l'épithélium pigmentaire et la couche des cellules cubiques. Voilà, le nerf optique, la papille optique, ici. C'est cette zone-là. Il y a absence de pratiquement de rétine visuelle, il n'y a pas de cellules photoréceptrices, et c'est le point de passage, c'est la papille du nerf optique. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est bon, Yeresh? On vient d'arriver à terme de ce cours et de ce programme, de cette unité 5. Ça va? Madame. Oui. Oui, mademoiselle. Madame, cette unité, est-ce que vous pouvez essayer de nous éliminer un peu les cours parce qu'on est vraiment sous pression énorme? Je ne peux pas vous éliminer les cours. Ah bon? Mais Ah bon? Mais comme l'a dit l'ami, on est sous pression énorme. Surtout anatomie, on a presque une vingtaine de cours. mais même en histologie. Il ne faut pas oublier qu'en histologie, les ganglions cérébrospinaux, on ne les a pas fait. Les ganglions rachidiens, on ne les a pas fait. Bon, histologie en moins, les cours sont petits. Parce qu'en anatomie, neurophysio, il y a beaucoup, ils sont longs. Je vais vous dire une chose. Il vaudrait mieux faire tout le programme d'histo parce qu'ils sont petits les cours et vous pourrez vous en sortir en histo que d'éliminer l'histo et favoriser l'anatomie et la physiologie, la neurophysiologie. Déjà, en neurophysio, vous n'avez pas fait grand-chose. Vous n'avez pas fait grand-chose en neurophysio. Madame, au moins quelques parties pour ce dernier cours. Il est vraiment long. Chaud, quelques parties. Vous voulez que j'enlève la favoie et
et le point aveugle. C'est ça, les particularités. Je vous enlève ces particularités, mais sans plus. Parce que les autres cours, c'est-à-dire on n'a pas traité les constituts tactiques, on n'a pas traité les ganglions cérébrospinaux, ni les ganglions rachidiens. C'est déjà un allègement du programme pour vous. D'accord? Madame, Oui. j'ai bien aimé quand vous avez écrit bon courage à la fin de ce cours sur Oui, votre bon polycom. courage et bonne chance. Et je vais vous rajouter une phrase. Plus, je ne sais pas, à bon entendeur, salut, vous devrez méditer sur cette phrase parce que quand vous serez médecin, Inch'Allah, spécialiste, professeur, vous réaliserez à quel point on n'est rien du tout. L'être humain est rien du tout. Et à quel point, quand vous allez avancer dans la connaissance, vous réaliserez à quel point vous ne connaissez pas grand-chose. Sur le fonctionnement du corps humain, sur la vie, sur tout. Voilà. J'ai toujours dit ça à mes étudiants. Donc, on ne détient pas la connaissance. Personne ne détient la connaissance. Et l'être humain, il est très vulnérable. Il n'est pas. C'est vrai qu'on est intelligent, il a réalisé beaucoup de choses, mais on est très très loin de la médecine. Oui. Ça me rappelle une de vos anciennes visions dans l'unité endo, je crois, sur l'hypophyse ou bien sur l'hypothalamus, je ne me rappelle pas bien l'essentiel. Mais donc, pas cette année, parce que cette année, c'est pas intervenu. Oui, c'est une ancienne d'il y a quelques années. Vous avez dit on ignore beaucoup de choses. J'ai bien aimé quand vous avez dit beaucoup de choses. Oui, on ignore beaucoup de choses et on va ignorer. Et vous savez, sur le fonctionnement du corps humain, actuellement, il y a des neuroscientifiques, on appelle ça les neuroscientifiques sur le fonctionnement du système nerveux. Ils ont réalisé qu'ils se sont bourrés sur beaucoup de notions concernant le fonctionnement du cerveau, du cœur, du pancréas, du foie, des intestins, de toutes les valeurs principales qu'ils ont attribuées à tout ce qui est vital dans le corps humain. Et ça veut dire quoi? La preuve, parfois ils donnent des médicaments pendant des décennies, ils donnent des molécules pour des patients pour traiter le cœur, alors que ces molécules, elles détruisent leur cœur. Parce que les anciennes connaissances disaient que c'était bon pour le cœur. Et par la suite, ils découvrent que, au contraire, c'est ces molécules qui accentuent la maladie et la pathologie cardiaque et qui engendrent d'autres complications. Ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de notions qui ont été revues à la base, à la base. Et quand on dit que des neurones, jusqu'à présent, on dit qu'il y a des neurones au niveau du cerveau. Quelqu'un qui est intelligent, on lui dit, il fait travailler sa matière grise. Non, désolé, il y a la matière blanche qui travaille aussi. Ils ont fait maintenant avec l'avancement de la technologie, avec les appareils, ils ont réalisé que quand il y a une activité cérébrale, il y a aussi la matière blanche qui est très, très active. Ça veut dire que l'intelligence, la réflexion, tout ce qu'ils ont attribué à la matière grise concerne aussi la matière blanche. Vous voyez, parce que c'est l'être humain qui a dit ça, et l'être humain qui dit le contraire aussi. Et dans tous les domaines, c'est comme ça, hein, parce que on ne détient pas la connaissance. On ne détient pas la connaissance. On connaît beaucoup de choses, mais on ignore trop de choses. C'est pour ça, je vais vous donner un conseil de mère, d'enseignante de mère. Soyez humble. Soyez humble, soyez modeste dans votre vie. Et quand vous avez affaire à un malade, à un patient, traitez-le comme si c'est un membre de votre famille. Ne traitez pas les malades comme si c'est des objets. Et c'est ce qui se passe dans nos hôpitaux actuellement. Il y a des malades qui meurent par manque de conscience des médecins, du personnel. Il y a des malades qui décèdent suite à un abus, à un désintérêt total de l'être humain. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe malheureusement actuellement. Quand vous ne connaissez personne à l'hôpital, vous allez crever. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients. Il y a des gens qui sont inconscients, en plus incompétents. Ils se considèrent comme étant supérieurs aux autres. Soyez vulnérables. On est tous vulnérables. Soyez humbles. Soyez modestes. C'est comme ça que vous serez grand. Si vous voulez être grand,
si vous voulez garder le respect de vous-même, soyez simple, soyez modeste dans la vie. Voilà. Je vais revenir à ça. Pour les particularités, je vous les enlève. Je vais voir un petit peu les cours. Écoutez-moi, je vais voir les cours, je vais survoler les cours. Si je peux vous enlever quelques petits points, je le ferai. Madame. Merci, madame. S'il vous plaît. Mais ne vous attendez pas à grand-chose. Hein? Est-ce qu'on aura, on aura combien de questions à l'examen et est-ce qu'il y aura des schémas ou non? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais puisque vous êtes chargé, il n'y aura pas de schéma. Il n'y aura pas de schéma. D'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. Puisque vous êtes chargé, je ne vous donnerai pas de schéma. Oui. D'accord, merci beaucoup, Voilà. madame. Déjà, bon, je vous enlève ces particularités de la rétine visuelle. Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant, c'est suffisant. Madame, زعما النورون d'association ياك ما فيهاش. شوف Les neurones d'association كذا cellule de soutien ما فيهاش تكسر زعما. Non, j'ai dit particularité histologique de la rétine fovea centralis ou de la rétine aveugle, c'est tout. Ça va vous aider, l'histologie. Réviser. Quand vous commencez à réviser, vous allez vous dire, puisqu'elle nous a laissé l'histologie. Faites-moi confiance. Enfin, on a fini. Attends, vous avez plus de 2 semaines. Je viens de finir. Merci beaucoup, madame. On s'y attendait pas. J'ai fait de sorte à finir avant la lite. Comme ça, vous allez vous consacrer. Il n'y aura pas de schéma. Je vous ai enlevé les 2 particularités. C'est bon. C'est suffisant. Vous serez des médecins ferroirs. Il faut quand même que vous révisiez tout le programme. Vous allez manipuler des vies humaines. D'accord? Oui. Allez, bon courage. J'ai passé des moments agréables avec vous. Vous avez été gentils. Merci beaucoup, madame. Vous aussi. J'espère que vous serez de bons médecins, dignes de porter le titre de médecin, Inch'Allah. Bon courage à tous et à toutes. Et au plaisir de vous revoir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Portez-vous bien. Merci, madame. Bon courage pour tout le monde. Merci. Soyez dignes de porter le titre de médecin. Comme ça, on sera fiers de vous. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye, صحة عيدكم. صحة عيدكم كامل. Portez-vous bien. Inch'Allah, merci.